Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ces journées. J'ai eu la chance d'intervenir à plusieurs de vos journées, donc c'est à chaque fois et avec les associations de patients et avec les représentants que vous êtes, notamment des centres. Voilà, c'est toujours un moment d'échange, donc il n'y a pas de questions tabou. Hein. Effectivement, Régis, vous commencez à me connaître, donc vous pouvez tous me poser des questions. Et effectivement, l'actualité en 2025, c'est, je dirais, enfin la sortie officielle du plan maladie rare 4. Je vous refais pas toute l'histoire parce qu'on est quand même en France, même si on pourrait parler de l'Europe, mais en France on a été moteur sur ce sujet-là depuis au moins 20 ans, puisque le premier plan est sorti en 2004, voilà, 2004-2005. Donc voilà, 20 ans après, on a quand même, on est passé d'une centaine de centres financés à aujourd'hui plus de 600 centres qu'on finance. Hein, on voit le chemin parcouru. Le deuxième plan, il avait mis en place quand même les filières de santé maladies rares dont la filière Marie, lancé la Banque nationale des données maladies rares et ouvert la coopération européenne. Et c'est notamment pourquoi vous n'avez pas la chance d'avoir Anne-Sophie Lapointe ce matin devant vous, puisque elle a 2 journées qu'elle anime aujourd'hui sur l'action conjointe Jardin, qui est l'action conjointe avec les réseaux européens de référence. Le troisième plan, on l'a bien connu puisqu'on en sort, même si vous allez voir que le quatrième en fait est à la fois une continuité des actions du troisième plan et puis sur un certain nombre d'actions, vous en avez déjà pointé dans la présentation des associations, des nouveaux axes sur lesquels on souhaite renforcer un certain nombre de choses. Comment, ça vous le savez aussi, mais je le rappelle rapidement, on a travaillé effectivement dans chaque sous-groupe de travail avec des représentants des associations de personnes malades dans chacun des sous-groupes de travail. C'était Agnès Linglard et Guillaume Cano qui étaient un peu en charge de la mise en musique, j'ai envie de dire, de tous les groupes de travail, les 2 personnalités qualifiées, et puis vous voyez, c'est un peu comme une toile d'araignée. Ça a fait dans les 4 groupes de travail, les 4 grands groupes sur le parcours, sur les traitements, sur le diagnostic et sur l'accès aux données et aux biobanques. Eh bien, c'est ce travail-là, à la fois avec les assos, à la fois avec des experts côté soins, des experts recherche. Il y a eu plus de 300 personnes qui ont été mobilisées pour écrire en fait ce qui est devenu le PNMR4, qui a été validé par 3 ministères. Le PNMR 3, c'était 2 ministères, c'était santé et recherche, et on a rajouté pour la première fois l'industrie, donc Bercy en fait et la direction générale des entreprises est maintenant co-signataire du plan, ce qui, en termes notamment de lien avec les industriels, nous semblait très important d'avoir aussi le ministère de l'économie, des finances et surtout de l'industrie. Il a été lancé, je vous le disais, officiellement donc le 25 février 2025, quelques temps avant en fait la journée internationale des maladies rares. C'était un peu symbolique. Catherine Vautrin, un peu la ministre du Travail et de la Santé, a un peu bouclé la boucle parce qu'elle avait fait des annonces en 2024, en février 2024, notamment pour le financement des centres. Elle avait déjà validé les 28% de financement supplémentaire pour financer les nouveaux centres qui ont été labellisés. Et là, vous voyez qu'on a en plus donc le ministre chargé de la Santé et à côté de la présidence, qui n'est plus présidente de l'Alliance Maladies Rares, mais à côté d'elle, il y a Philippe Baptiste qui est le ministre de la Recherche et le ministre de l'Industrie avait fait une vidéo. Ce que je peux vous annoncer aussi, parce que je ne sais pas si tout le monde a l'information, mais c'est paru aussi dans la presse spécialisée, Sylvie Audan et Alexandre Bello, donc Sylvie Audan qui est généticienne à Rennes et Alexandre Bello, donc lui qui est pédiatre à Lyon, qui était d'ailleurs dans les groupes de travail du PNMR4, eh bien sont nommés vice-présidents du PNMR4, comme on avait 2 vice-présidents du PNMR3, et ce pendant les 5 années du plan. Et donc ils vont être en charge de coordonner tout ce qui est le suivi du plan, qui vont être un peu les aiguillons aussi auprès des ministères pour dire attention, là il y a des warnings, ou là il faut aller plus loin, ou en tout cas il faut réaxer. Donc ces 2 personnalités, elles sont pas que toutes les 2, mais c'est elles qui sont un peu les 2 vice-présidents du 4e plan maladies rares. Alors comment s'est organisé le PNMR4? Eh bien vous voyez qu'on a repris en fait les 4 axes, les 4 groupes de travail. Donc il y a un premier axe qui est sur le parcours de vie et de soins, donc là où il y a 8 objectifs et il y a 22 actions dans ce premier axe. En tout il y a 75 actions, hein. On était à 55 sur le PNMR3. Vous voyez qu'on a mis encore la barre encore plus haut pour le PNMR4, on est monté à 20 actions de plus. Le deuxième axe est sur le diagnostic.
avec aussi pas mal d'actions, vous voyez 24 actions sur le diagnostic, l'axe 3 sur le traitement avec 16 actions, et le 4e axe qui est autour de l'accès aux données et aux biobanques avec 13 actions. Je vais passer assez vite sur les diapositives, mais évidemment elles sont à votre disposition et elles reprennent ce qu'il y a dans le plan. Voilà, donc l'idée c'est qu'on puisse aussi échanger si vous avez des questions. Donc sur le premier axe, qui est effectivement se concentre sur, on va dire, l'amélioration de l'accès aux soins et des parcours. On a d'ailleurs dit que c'était pas que le parcours de soins, mais tout le parcours de vie, à la fois des personnes malades mais aussi de leur entourage, voilà, avec un enjeu de coordination beaucoup plus marqué que dans les plans précédents, puisque les plans précédents ont été très tournés, et c'est logique, vers la coordination hospitalière notamment, avec la mise en place des centres, mais avec un axe qui est sur la ville et comment on améliore aussi le lien avec les médecins traitants et les médecins spécialistes qui sont en ville. Donc il y a certainement des actions qui vont émerger. On lancera certainement un appel à projet sur cette thématique-là spécifique, notamment à destination donc des plateformes territoriales pour qu'elles puissent y répondre. Il y a aussi l'enjeu de renforcer ce qu'on a beaucoup soutenu financièrement et pour lesquels les filières ont été vraiment motrices, c'est d'améliorer l'éducation thérapeutique des patients. Voilà. Et puis un enjeu autour des périodes de transition, puisque dans beaucoup de maladies rares maintenant, on vieillit avec sa maladie rare, donc il y a évidemment l'enjeu du passage de l'enfance, de l'adolescence à l'âge adulte, voire jusqu'au vieillissement, et autour de périodes clés comme sont la grossesse aussi, pour certaines maladies rares. Voilà, donc ça mobilise un certain nombre d'actions spécifiques sur cette partie-là. Donc pour prendre des exemples d'actions qui sont dedans, donc je vous disais comment on renforce la coordination entre la ville et l'hôpital, c'est en soutenant notamment les prises en charge multidisciplinaire à la fois proche du domicile pour les patients, et ça notamment ça rejoint l'action 2.3 aussi. Il y a un article 51 qui a été fait en Corse, en lien avec la Corse, et qu'on essaye de généraliser à l'échelle nationale pour qu'il y ait des équipes qui puissent se déplacer au domicile parfois des patients, pour ceux qui sont notamment atteints de handicap lourd. Voilà, donc ça aussi on va mettre de l'argent sur la table pour accompagner cette généralisation de cette expérimentation. Il y a un lien spécifique, vous le savez, avec l'outre-mer aussi, puisqu'on a des plateformes en outre-mer, on en a 4. Donc voilà, pour structurer aussi des parcours adaptés, puisque les problématiques locales ne sont pas toutes les mêmes, vous le savez, sur tous les territoires. Et puis il y a le soutien toujours au protocole national de diagnostic et de soins. Chaque année d'ailleurs, je crois que vous les distribuez à l'occasion de cette journée nationale. Elle est vraiment importante, et de soutenir de nouveaux PNDS pour harmoniser les pratiques. Toujours sur cet axe-là, eh bien, il y a un enjeu autour de la sensibilisation, de l'information et même de la formation aux maladies rares. C'était déjà un axe qui était présent dans le PNMR 3, mais on l'a mis aussi là. À la fois former les professionnels de santé, dans le sens, évidemment, les médecins dès leur formation initiale, mais j'ai envie de dire tout au long de leur carrière. Et pour ceux qui sont plus éloignés aussi des problématiques maladies rares, parce que là, on parle à des spécialistes, mais évidemment, il y a aussi des médecins et des médecins généralistes qui voient des patients maladies rares et qui ne savent pas qu'ils ont une maladie rare. Donc, c'est un peu d'avoir le réflexe maladie rare. Et puis, c'est l'ensemble des personnels soignants, hein, donc des infirmières aux aides-soignantes, à l'ensemble des personnes qui interviennent auprès des malades. Et puis il y a des nouveaux métiers aussi qui émergent dans l'accompagnement, dans le parcours de vie des patients. Donc là aussi, c'est de ne pas rater le coche et d'arriver à les soutenir. On a beaucoup travaillé aussi avec l'ABM, avec l'Agence de la biomédecine, puisqu'ils ont aussi pas mal d'outils de communication qui sont assez séduisants. Et donc on veut mettre en place une communication spécifique au parcours de soins en génétique là cette fois, parce qu'évidemment l'Agence de la biomédecine est particulièrement portée sur la génétique, et notamment comment on traite les données incidentes, qui est un sujet très très délicat, mais qui est très important pour la suite. Et d'ailleurs il y a une loi de bioéthique qui va être en préparation bientôt. Voilà, et donc là c'est aussi important qu'on puisse travailler avec cette agence. Et puis évidemment, vous l'avez dit, on a mis dans l'action 5.3 valoriser le statut de patient partenaire. Ça nous semblait très important d'avoir, parce qu'on sait que ça émerge dans pas mal d'endroits, mais c'est comment on arrive à valoriser ce statut, et c'est notamment un enjeu sur un certain nombre d'établissements. On a pris des exemples ici à Lyon, à Nice, à Toulouse, et vous pouvez les retrouver dans le 4e plan. Toujours sur cet axe 1, et à chaque fois vous retrouvez dans le plan les 4 axes qui sont soins,
recherche, données, donc là on est sur l'axe données, mais de l'axe 1, et bien vous l'avez dit aussi, avec la BNDMR, on souhaite créer une application qui s'appelle, bon, elle s'appelle pour l'instant France Maladie Rare, on verra si c'est son nom au final, alors qui n'est pas à destination des professionnels, qui est plutôt à destination, donc là pour le coup des patients, parce qu'il y a déjà pas mal d'applications qui existent pour les professionnels, mais là c'est une application France Maladie Rare qu'on souhaite connecter aussi avec le dossier patient des patients, et donc et notamment avec mon espace santé, parce que pour pas non plus multiplier les accès pour les patients à de multiples applications, voilà. Et donc la BNDMR, donc qui travaille actuellement, donc c'est quelque chose qui va émerger, on l'espère très bientôt. L'idée aussi, c'est de partager, d'enrichir les données, à la fois, là aussi, en collectant de la donnée en vie réelle, évidemment, et notamment en faisant des patient reported outcomes. Et là, c'est vraiment des choses qui sont collectées par les patients. Et donc, il y a un enjeu aussi d'accès aux données personnelles de santé et faciliter aussi le consentement, et notamment le consentement en ligne. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on essaye de partager, d'essayer de simplifier comment on peut recueillir ce consentement, notamment ce consentement électronique. Voilà, sur le deuxième axe, donc là on a basculé sur le deuxième axe, sur le diagnostic. J'y faisais presque référence quand je parlais des données incidentes. Il y a un autre plan qui va voir une version 2 voir le jour, c'est le PFMG, puisque le plan France Médecine Génomique s'appelle PFMG 2025, donc il arrive à bout de ses 10 ans, parce que pour le coup lui c'est un plan sur 10 ans. Donc on a aussi 3 personnalités qualifiées qui ont été nommées sur la suite du PFMG. Donc évidemment il y a un lien très fort avec le PNMR4, et donc elles doivent notamment travailler. Il y en a une personnalité qualifiée qui est spécialisée dans les maladies rares, qui est à Montpellier, David Geneviève, si vous le connaissez. Donc voilà, il y aura évidemment un pont à faire avec le PNMR4 sur cette partie-là. Amélioration de l'accès au diagnostic, c'est aussi réduire les délais, évidemment, faciliter l'accès à la médecine experte, et puis organiser la réinterprétation des données génomiques. On sait que c'est un enjeu notamment en termes RH, puisque ça demande à la fois du soutien et des personnels un peu spécialisés, à la fois de biologistes et d'interprétateurs. Donc c'est là aussi un soutien. C'est le PNMR3 qui avait soutenu les chargés de prescription génomique, et c'est le PFMG qui les a repris derrière. Et donc maintenant, je crois qu'il y en a une 50aine sur l'ensemble du territoire. Donc c'est quand même quelque chose de très important et qui s'est structuré. Et puis on essaye au maximum d'anticiper les évolutions, notamment en répondant au mieux aux avancées technologiques. Alors on parle beaucoup d'intelligence artificielle actuellement, donc on soutient aussi toutes ces réflexions-là sur comment on arrive à accélérer aussi l'interprétation, peut-être en utilisant ces nouveaux outils, tout en ayant quand même des humains derrière. Voilà, donc et puis l'accès au texte fonctionnel notamment, qui est un enjeu majeur dans le 4e plan maladie rare, et d'intégrer des nouvelles possibilités de dépistage, et on en reparlera évidemment sur le dépistage néonatal. Sur les actions que j'ai mis en exergue ici, notamment sur l'observatoire du diagnostic qui a vu le jour avec le PNMR 3, eh bien on soutient toujours cet observatoire du diagnostic avec des financements d'ailleurs à destination de chacune des filières. L'idée, c'est de poursuivre le déploiement d'outils automatisés pour alimenter la base que vous connaissez tous, la base de la BNDMR Bamara. Voilà, donc renforcer la collaboration avec Orphanet et les ERN, et puis un certain nombre de choses qui doivent émerger, notamment sur d'autres champs, sur l'observatoire du diagnostic, pour intégrer de nouvelles thématiques qui n'étaient pas complètement visibles et qui sont importantes, et notamment intégrer la phétopathologie dans les filières qui sont concernées, puisqu'il y avait eu un centre qui avait candidaté pour être un centre maladie rare phétopathologie qui n'avait pas été validé par le jury. Donc c'est quand même comment on intègre la phétopathologie. Il y a un groupe dédié sur la phétopath, d'ailleurs c'était Sylvie Audan qui était en charge de cette réflexion. Donc on poursuit là aussi le lien, et notamment le lien aussi avec l'ABM qui est concerné par cette question. On souhaite développer donc avec la Haute Autorité de Santé et Santé Publique France des indicateurs médico-économiques. Ça manquait dans les plans précédents. C'est-à-dire que dans l'évaluation, et ça avait été notamment pointé par le Haut Comité de la Santé Publique, c'est-à-dire qu'on manquait d'indicateurs médico-économiques pour notamment évaluer l'efficacité des parcours de diagnostic, et puis derrière, c'est comment nous aussi on réoriente certaines décisions que l'on peut prendre. Donc voilà, on essaye d'avoir quelque chose à la fois avec la HAS et avec Santé Publique France, et puis avec des spécialistes sur le médico
médico-économiques. Voilà, sur l'action d'accélération et de simplification du diagnostic, intégrer des conseillers en génétique dans des centres experts, ça existe déjà dans des centres qui est des conseillers génétiques. Alors est-ce qu'il faut en mettre partout? Est-ce que voilà, il y a un enjeu comment on arrive à en avoir aussi à disponibilité. Donc en lien toujours avec les services de génétique évidemment. Accroître donc la capacité de diagnostic, je l'ai déjà un petit peu dit en facilitant l'accès aux analyses génétiques notamment. Donc c'est est-ce qu'on fait un panel, est-ce qu'on fait un exome ou est-ce qu'on fait le génome entier? Donc là il y a des indications selon les maladies rares. Donc ça a déjà bien été travaillé via le PFMG, mais il faut encore aller plus loin. Et puis évidemment il y a le soutien donc aux expertises fonctionnelles, je le disais, pour lever un certain nombre d'impasses diagnostiques et donc en adaptant un certain nombre de dispositifs d'accès anticipé, et là aussi en collectant de la donnée en vie réelle, notamment pour faire évoluer et notamment faire évoluer la nomenclature. On réfléchit aussi, vous le savez, pour ceux qui connaissent le RIHN, à faire évoluer le RIHN pour faire entrer aussi de nouveaux actes innovants, parce que le RIHN souffrait un peu d'être une gestion un peu dynamique, on va dire, pour faire intégrer l'évolution et notamment l'innovation. Sur le troisième axe, donc là on passe sur les traitements. Voilà, donc c'est évidemment un axe majeur. Comment on arrive à avoir de plus en plus de traitements pour les maladies rares. Et donc là, c'est aussi par une mise en relation des acteurs, à la fois de la prise en charge des maladies rares au niveau national, au niveau européen aussi. Pour des maladies ultra rares, il y a un enjeu évidemment de travailler à l'échelle européenne. Et donc là, on a un autre observatoire qui a vu le jour, vous le savez, avec le PNMR3, qui est l'observatoire des traitements, et donc qu'on soutient, et notamment en interfilière, puisque donc il y a un groupe qui s'appelle le groupe interfilière des observatoires de traitement. Son petit nom, c'est le griotte. D'ailleurs, son petit symbole, c'est une cerise. Voilà, donc facile à s'en souvenir. Et donc, et au-delà du petit clin d'œil, donc il veille évidemment à garantir une prise en charge thérapeutique homogène et équitable sur l'ensemble du territoire, ce qui est un enjeu. Il y a toute la prescription, donc hors autorisation de mise sur le marché, évidemment. Donc il y a beaucoup de travaux qui se font en lien avec le griotte pour bâtir une stratégie spécifique à chacune de vos filières et voir à chacune de vos maladies. Voilà. Et puis, il y avait un oublié un peu, alors vous êtes peut-être pas les plus concernés encore que, vous me direz, on parle beaucoup de médicaments, mais il y a aussi les dispositifs médicaux, donc notamment dans les filières chirurgicales. Voilà comment on arrive à améliorer la prise en charge des dispositifs médicaux, repérant leurs usages avec notamment un reste à charge qui est ensuite nous, et on signale les tensions auprès d'ailleurs de la HAS, du CEPS et puis de la NSM aussi. Voilà, et donc pour faire tout ça, il faut collecter là aussi de la donnée, notamment pour des traitements précoces et compassionnels. Donc on utilise ce qui existe déjà, hein, c'est pas un vœu pieux, parce que le set de données minimum traitement existe dans Bamara, et donc c'est des travaux qui facilitent, et d'autres maladies qui ne sont pas rares et qui n'ont pas cette collecte de données nous envient, pour faire le lien avec la HAS et la NSM, pour fiabiliser la collecte des données, et donc notamment pour demander des accès précoces ou des accès compassionnels, donc notamment pour certains traitements. Donc c'est vrai qu'on a la chance d'avoir cette collecte de données qui est faite par les centres directement, et donc qui est aussi utile évidemment en lien avec les industriels. Donc il y a une autre action qui est autour de la pharmacovigilance, donc avec un recueil structuré des effets indésirables notamment, et le plus automatisé possible et intégré dans Bamara. Voilà. Et puis il y a la création d'un set de données pour les dispositifs médicaux, ça je vous l'ai déjà dit, et interopérable, et ça c'est peut-être un mot qui revient souvent dans le PNMR4, c'est comment on arrive aussi à faire de l'interopérabilité entre nos bases de données, parce que vous avez beaucoup de registres, beaucoup de bases de données, donc ça veut dire, je le dis chaque année, hein, mais beaucoup de double saisie, voire de triple saisie, et donc comment on arrive, et là c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à que les flux se fassent dans les deux sens pour que ce soit les outils se parlent entre eux, et ça a vraiment été un point, et ça reste un point majeur pour la suite, et je pense que c'est une des actions majeures à poursuivre dans le 4e plan. Et sur l'innovation thérapeutique, donc en lien avec l'Europe, parce que donc il y a toujours un lien avec l'Europe dans chacune de nos axes, dans chacun de nos axes, pardon. Et donc là, c'est d'anticiper les évolutions européennes, notamment réglementaires, voilà, avec une mise en place d'évaluation conjointe des médicaments à l'échelle européenne, notamment pour les médicaments orphelins. Et puis évidemment, il y a un espace européen des données de santé qui existe donc à l'échelle européenne. Et donc là aussi, il y a un enjeu de collecte de données pour cet échelon-là. Et puis
puis on essaye de vendre entre guillemets notre SDMT au niveau européen, voilà, parce que là aussi la France est moteur, et donc on anime un groupe de travail, le World Package 8, dans les ERN, qui est dédié au data management, et donc c'est la France qui est leader avec les Néerlandais sur cette partie-là pour harmoniser le recueil de données en vie réelle et donc valoriser notre expérience qui est quand même plutôt à la pointe quand on se compare aux autres pays européens, et ce qui me permet de faire la transition parfaite avec le quatrième et dernier axe, qui est donc celui dédié vraiment aux données de santé et notamment aux biobanques et le lien avec les CRB, et Régis connaît bien la problématique voilà, des centres de ressources biologiques pour avoir été moteur sur cette partie-là. Donc il y a un enjeu de fluidifier les parcours et de valoriser surtout nos données en fait, parce que vous en collectez partout sur le terrain, et évidemment en soutenant, je le disais, des outils innovants comme l'IA. Alors là c'est pas du tout lisible, je suis désolé, mais on a l'impression que c'est pas, voilà, c'est l'enjeu de l'interopérabilité résumé ici, voilà. Donc vous voyez, c'est tous les liens qui existent avec Bambara. Vous l'avez ce schéma dans le quatrième plan, donc voilà, donc c'est tous les liens qu'il y a à faire, donc notamment le lien qui n'existe pas actuellement, j'arrive pas à pointer mais c'est pas grave, avec mon espace santé, voilà, le lien avec l'Europe on retrouve là, et puis le lien aussi avec les outils du PFMG, le collecteur analyseur de données, il a tardé un peu à voir le jour côté PFMG, donc c'est le CAD, voilà, notamment pour faire des projets de recherche, il y a un enjeu évidemment que tous ces outils se parlent entre eux, et c'est pas toujours le cas aujourd'hui, donc c'est un peu on va dire un manque, et on va dire qu'on espère que dans 5 ans ce schéma aura été simplifié. Voilà. Donc sur cette partie-là, évidemment, on veut aussi renforcer les biobanques. Ça apparaissait pas trop dans le PNMR 3, donc on a voulu vraiment axer. Et là, c'est l'action 24 points. Elle est quasiment plus d'actualité parce qu'elle a vu le jour. Vous avez un portail qui a vu le jour en fait, un portail numérique qui recense déjà en fait les biocollections, et notamment vous pouvez retrouver les biocollections maladies rares. Ce n'est pas un portail spécifique maladies rares, c'est un portail spécifique sur les CRB, mais où on peut retrouver les biocollections maladies rares. Donc l'enjeu c'était déjà de cartographier et d'essayer d'un peu de centraliser l'information. Donc il y a déjà une étape qui a vu le jour, et donc je pourrais vous donner évidemment le lien de ce portail puisqu'il a vu le jour. Donc ça c'est déjà un peu de créer les conditions de partage pour retrouver ces collections biologiques, et puis évidemment il y a l'enjeu de créer une collection biologique nationale générique et peut-être dédiée aux maladies rares, pour retrouver ces prélèvements, et notamment pour aussi en faire de la réutilisation, notamment à des fins de recherche là pour le coup. Voilà, donc c'est exactement cette action-là, donc structurer et certifier des biocollections qui existent mais qui sont un peu dispersées aujourd'hui, en assurant et en essayant de garantissant une qualité homogène des échantillons. Voilà, et puis de faciliter leur usage, je le disais, pour la recherche avec un cadre opérationnel. Et puis il y a déjà des choses qui ont été mises en place, donc on ne va pas réinventer ce qui a été fait. Ça a pris du temps à certains, et notamment à Régis et ses équipes, et donc on s'inspire de ce qui a été fait notamment par d'autres sur cette partie-là, parce qu'il y a tout un enjeu évidemment de consentement, de traçabilité, et puis de qualité évidemment sur cette partie-là, et donc un financement spécifique, je le dis, sera mobilisé pour les projets qui utilisent ces ressources, avec un objectif à la fois de partage au niveau français mais aussi au niveau au moins européen. Voilà, et donc pour finir, parce qu'on fait évidemment ces actions avec de l'argent et des moyens humains derrière. Vous voyez que le troisième plan c'était 175 millions d'euros, on est passé à 223 millions d'euros, c'est quand même 48 millions supplémentaires, ce qui est dans le contexte budgétaire actuel, on mesure c'est par an, donc voilà, on mesure que c'est quand même quelque chose qu'on a réussi à décrocher avant que Bercy ne soit trop sévère avec nous, donc tant mieux qu'on ait pu le faire dès 2024, voilà, et c'est de l'argent assuré, c'est-à-dire qu'entre guillemets on ne va pas nous le reprendre parce qu'on va nous dire de rendre une partie de l'argent, et donc l'enjeu pour qu'on vienne pas nous chercher des noix entre guillemets, c'est évidemment d'utiliser cet argent, et cet argent il est surtout évidemment à destination des centres. Alors là aussi c'est illisible, mais je vous l'ai mis juste pour ceux qui auront la présentation, mais c'est exactement les tableaux qui sont dans les annexes du quatrième plan. La majeure partie de cet argent, vous voyez, 172 millions pour les CRMR et 16 millions pour les filières. Vous voyez que 90% de cet argent environ est destiné soit au financement des centres, soit au financement des filières, et donc ça c'est des tableaux avec le financement que vous retrouvez, donc je les passe très vite. Vous avez l'axe 1, l'axe 2, l'axe 3 et l'axe 4, voilà, détaillé comment on finance, et donc vous l'avez en ligne ça ça doit être l'annexe 2 ou 3 du quatrième plan maladies rares, et donc il y a des crédits de fonctionnement qui sont assurés, et notamment pour renforcer les moyens humains nécessaires pour la collecte des données. Le PNMR 3 avait déjà mis 7 millions sur la
la table, et ben on reconduit cette enveloppe, notamment à destination de moyens humains, que ce soit pour des attachés notamment de recherche clinique ou des techniciens. Voilà, donc on finance aussi toujours la collecte de données en espérant qu'on puisse de moins en moins la soutenir, parce qu'elle sera soutenue notamment en allant chercher des données directement de manière automatisée et de manière interopérable. Je reviens à ce mot sur lequel je suis très attaché. Voilà, je suis passé peut-être un petit peu vite sur certaines actions, mais à disposition si vous avez des questions, évidemment. Merci beaucoup Vincent. On n'a pas de micro qui marche. On va partager. Donc oui, donc juste voilà, en pratique pour la filière, dans tout ce que vous avez vu là, je voulais juste souligner Charlotte Morin, je ne sais pas où elle est. Elle doit être dans la salle, voilà, si tu peux te lever. Donc Charlotte, en fait, est pharmacienne. Je le dis parce que c'est l'occasion aussi que vous puissiez connaître tout le monde. Charlotte est pharmacienne et c'est une collaboration entre la filière FAI2R et la filière Marie. Et elle nous aide justement dans les accès compassionnels hein, pour pouvoir avoir accès, pour que les patients puissent avoir accès à ces traitements qui n'ont pas forcément la LMM. Et donc ça illustre hein, ce qu'a dit Vincent. Donc Charlotte nous a rejoint il y a un peu plus d'1 an et travaille justement en collaboration avec l'ensemble de vous tous. Donc s'il y a des traitements auxquels vous n'avez pas accès, notamment les patients, ou si évidemment les centres ont des difficultés d'accès, voilà, on peut monter des dossiers. Donc ça a été aussi fait par la filière et suite au plan. Il y a aussi, donc merci beaucoup. Je voulais aussi que Alexandre et Yanis, s'ils sont là, se lèvent. Ils sont pas dans la pièce. Donc ça c'est, en fait, on a des personnes ils sont à l'accueil en bas, qui sont dédiées Bamara. Hein, donc la filière a des financements qui servent justement à permettre aux centres qui n'ont pas de financement, notamment aux centres de compétences, de pouvoir remplir Bamara. Nituria, je ne sais pas s'il est pareil là en bas. Donc on a des personnes qui sont chargées de ça et qui sont financées par le plan pour vous aider parce qu'évidemment, eh bien, ça ne se fait pas tout seul. Et donc simplement dans le sens de la filière, il y a ça aussi. Les patients partenaires, donc c'est aussi un sujet qui nous occupe beaucoup. Et les biobanques, en effet, un rappel, vous le savez, il y a avec Isabelle et avec, j'avais monté le réseau Cryostem, donc qui était le plan, alors là, pour le coup c'était un appel d'offres il y a 10 ans, hein, c'était les investissements d'avenir, et donc il y a un réseau labellisé de CRB qui peut collecter à façon et avec des personnes qui peuvent vous accompagner, et donc ça aussi c'est évidemment non seulement à disposition de l'hématologie en général, mais des maladies rares en particulier. Donc voilà, je voulais juste remettre en perspective sur le terrain ce que Vincent a montré et comment ça s'articule pour nous.